les moines, les moines d'Irlande qui ont apporté dans cette magnifique île ce qu'on appelle d'ailleurs les secrets de la distillation des parfums qui venaient d'Orient. Et évidemment, comme l'Irlande était un grand champ d'orge en particulier, et c'était pas seulement une Irlande verte, eh bien, avec ces petits secrets de distillation, ils se sont amusés, en fait, au début, à inventer ce breuvage divin, qu'ensuite, eh bien, par le jeu des navigations, ils ont pu conduire jusqu'en Écosse, jusque dans les îles d'Écosse, toute la côte ouest de l'Écosse au départ. Et donc, ensuite, l'Écosse et les Écossais ont déployé ce formidable tartan des whisky qui est devenu le whisky écossais dans toutes ses variétés. Je dis bien ses variétés. Le whisky a gagné des parts de marché très importantes dans les années 44-45, après le débarquement du 6 juin 1944, quand d'un côté, les Américains ont débarqué avec leur bourbon, les Écossais avec leur whisky, et que les caves de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian est très à la mode en ce moment, ont vu déferler cette boisson que les gens ne connaissaient pas. Le Kentucky a donné le nom de la dynastie des Bourbons, on est dans l'ex-Amérique française, à sa boisson, à son breuvage, qui est en fait le whisky. Mais le whisky, qui porte le même nom qu'en Irlande, whisky, c'est une question de prononciation de la langue gaélique au départ. Whisky Baha en langue gaélique, qui se prononce whisky en Écosse, et whisky en Irlande, et aussi whisky en Amérique. Ça, c'est par le fait de l'immigration massive des Irlandais. Et donc, ils ont donné dans le Kentucky l'appellation de Bourbon, qui est un whisky non pas d'orge, mais qui est un whisky de maïs, avec une petite coloration différente et un côté un peu plus sucré. Le whisky japonais, contrairement à ce que les gens croient, est un whisky qui fête cette année ses 90 ans d'âge. Alors que les gens pensent que c'est une boisson tout à fait récente, industrielle. Eh bien, pas du tout. Il y a 90 ans, un ingénieur, effectivement, qui avait un magasin, on dirait même un caviste de Osaka, a rêvé de faire du whisky, rêvé. Et en fait, il a commencé par importer au Japon des vins de Madère, des vins de Porto. Et puis plus tard, il a envoyé un de ses ingénieurs en Écosse étudier le whisky. Et c'est cet ingénieur d'Écosse qui est revenu, après avoir appris comment on distillait le whisky, et ensuite qui est parti dans une grande histoire d'amour avec une femme écossaise de Glasgow, la fille d'un médecin, qui portait un nom qu'elle a changé, elle s'est fait appeler Rita, et Rita est devenue une icône au Japon. C'est là que s'est déployé au sud du Japon, dans l'île du Sud, le whisky Suntory, la marque Suntory, car c'est monsieur Torii qui avait eu la première idée. Et donc on a les whiskies Yamazaki, on a les whiskies Hibiki, qui seront connus beaucoup plus tard par le film Lost in Translation, en 2003. Et donc Bill Murray était représentant en whisky japonais, et il avait toujours son verre à la main de Hibiki, 17 ans d'âge, qui a fait connaître au monde entier le whisky japonais. Et puis au nord, il y a l'autre firme, la firme rivale, qui est la firme Nikka, qui a été créée par justement l'ingénieur chimiste que M. Torii avait envoyé en Écosse étudier le whisky. Et c'est lui qui a ramené au Japon la belle Rita. Les whiskies bretons sont très différents. Il y a 3 whiskies en Bretagne. Il y en a un qui s'appelle Edu. Edu en langue bretonne veut dire, en français veut dire le blé noir. Ça, c'est grâce à un distillateur de Plomelin, près de Quimper, monsieur Lelay et ses enfants, ses fils, qu'ils ont créé ce whisky qui est en train de vieillir, de mûrir, parce qu'ils sont en train de travailler à un whisky qui s'appellera le Diamond Brocéliande ou le Silver Brocéliande. C'est le seul whisky de blé noir au monde. Et ça explique pourquoi, d'ailleurs, les Chinois sont venus, parce qu'il y a beaucoup de blé noir en Chine, visiter la distillerie et s'imprégner des secrets de la distillation du whisky de blé noir. Parce qu'il n'est pas exclu qu'un jour, les Chinois, comme les Japonais depuis 90 ans, produisent enfin à leur tour un whisky qui sera un whisky de blé noir. Ensuite, il y a les whiskies de tradition classiques, je dirais, qui sont faits près de Lannion, chez Waregem, comme le whisky Armorique. Le whisky Armorique qui a fait aussi beaucoup de progrès. Et enfin, vous avez le whisky Glenarmor, qui lui est chez monsieur et madame Donnet. Et c'est un whisky qui se rapproche là de la pure tradition des single malt des îles d'Écosse. Il y a des heures pour des whiskies plus doux, qui sont souvent des whiskies irlandais, distillés 3 fois, donc plus doux.
et des whiskies plus durs, plus forts, que moi j'aime bien d'ailleurs, les whiskies des îles. En revanche, c'est vrai, je dois dire qu'à part le Hedu que j'apprécie beaucoup, mais enfin, j'avoue que je me laisse assez souvent séduire par un whisky japonais et assez peu par les bourbons américains, à part peut-être Maker's Mark, parce que c'est un produit de petite distillerie artisanale. Nous sommes édités aux éditions du Chêne, qui est un éditeur qui porte forcément le nom d'un producteur de whisky, puisque le whisky vieillit dans des fûts de chêne, naturellement. Et c'est une maison qui nous a donné les moyens de pouvoir faire le tour du monde. Et c'est un photographe unique, David Lefranc, qui a pu faire tous les pays, de la Bretagne au Japon, de l'Irlande en Écosse, du Kentucky au Tennessee. Ça, c'est rarissime par les temps qui courent, ça ne se trouve pratiquement plus. La maison de whisky, elle, est intervenue d'une manière très simple, un peu en tant que conseillère, sur un tour du monde en 80 whisky fait par son directeur Thierry Benita, qui nous a fait un top 80 des whiskies du monde. Et comme ce livre va probablement avoir une autre vie à la rentrée, nous montrons le top 80 jusqu'à un top 100.